La lanterne descendit dans la cour à 4 heures du matin. L'obscurité s'écarta sur son passage. Bethia Debney la portait dans sa main gauche. Sa main droite tenait un collier. C'était un grand collier de cheval noir. Son cuir avait été poli et adouci par 3 générations de paumes Debney. Elle monta sur le montoir à côté du premier box. Elle retourna le collier et le souleva au-dessus d'une tête grande comme une porte d'église. La tête s'abaissa vers elle. C'était Quince, le vieil hongre de Limon. Il avait porté un collier chaque matin de travail depuis 11 ans. Il passa son nez à travers dès que le cuir toucha ses oreilles. Il attendit qu'elle le remette à l'endroit sur son large cou. Puis il souffla une longue bouffée chaude dans la lumière de la lanterne. Une odeur de bon foin se répandit. Son dos était à la hauteur des yeux d'un homme de haute taille. Et quand il levait la tête, il le dépassait largement. Un seul de ses sabots aurait rempli ses 2 mains. Et entre ses antérieurs, dans la paille épaisse, un chaton dormait. C'était un petit chat tigré, pas plus grand que les 2 mains de Bethia. Quince se tenait au-dessus de lui dans le noir, sans bouger du tout les sabots. « Fais attention à ton locataire », lui dit Bethia. Puis elle boucla les attelles, les manches retroussées. L'indigo profond de sa robe de travail paraissait presque noir à la lueur de la lanterne. Elle avança le long de la rangée, éclairée par sa lanterne. La préparation des chevaux avait la forme d'un rite, car c'en était un. Le collier, les attelles, le tapis de selle, la croupière, les chaînes de traits bouclées et suspendues. C'était au tour de Cherry, la jument, d'un alezan doré, là où Quince était d'un roux profond. Elle était aussi infiniment gourmande. Elle chercha des lèvres la poche de Bethia pour le quignon de pain qui s'y trouvait. « Arrête, gourmande, dit Bethia, et elle le lui donna, parce qu'elle le lui donnait toujours. Puis Philbert, le poulain, le fils de Cherry. Il avait 3 ans, et toute la bêtise de son âge. Il était plus vif et plus élancé que sa mère. Il avait dormi couché de tout son long dans la paille. Il se releva avec du foin dans le toupet. Toute la matinée, il copia le vieux cheval du box voisin. Chaque posture, chaque appui, pas pour pas. Les jeunes chevaux de trait apprennent aux côtés d'un ancien. C'est la seule école qu'ils connaissent. Et Philbert y était assidu à chaque heure d'éveil. 3 salezans vifs, aux jambes nettes, sans aucune balzane blanche. C'était le cheval du comté, le Suffolk Punch, la race que le Suffolk avait créée pour l'argile du Suffolk. Et la cour des Debney à Elmset était la dernière cour de transport lourd indépendante de la centaine. Elle maintenait une équipe prête toute l'année. Elle répondait à toute charge qu'une paroisse pouvait mettre sur roue. Ce fait reposait sur une arithmétique simple. 3 grands chevaux mangeaient autant que 2 familles de paysans, et même plus. De l'avoine, des fèves, des tonnes de foin, des fers, du cuir, le salaire de 11 hommes et le loyer. En face de cela, il y avait le travail, les meules du meunier, le bois de charpente, le labour loué à la journée. Et l'épine dorsale de tout cela, le transport pour Glenham. Le transport pour Glenham était une coutume, et voici en quoi consistait cette coutume. Depuis 3 générations, tout ce que Glenham Park avait besoin de déplacer, la cour des Debney le déplaçait. Le grain, le charbon, le bois, la pierre, le trafic annuel d'une grande demeure et de ses fermes. À un tarif juste, en priorité, en toute saison. Le grand-père de Bethia avait conclu l'accord avec l'intendant du vieux duc de Glenham. C'était avant même la naissance de son père. Personne en vie n'avait été témoin de la poignée de main. Rien n'était écrit. La coutume faisait vivre la cour. Si on enlevait la coutume, le reste n'était que du bois de chauffage. La tâche de ce matin était le petit commerce qui comblait les vides. Les nouvelles meules du meunier à récupérer sur le quai avant la chaleur du jour. « Allez, dit-elle, et elle fit sortir l'attelage dans l'obscurité bleutée. La cour résonna sous 12 grands sabots. Le ciel devint gris-or au-dessus du portail, promettant la chaleur. Monsieur Arsène arriva à 6 heures, quand l'équipe était nourrie et prête. Elle était en train de graisser la roue avant du chariot. Il était l'agent foncier de Glenham Park, en poste depuis 3 ans. Un homme grand, aux cheveux blonds grisonnants. Il portait un manteau bleu-noir sans une seule tache du Suffolk. Ses manières le précédaient d'un demi-pas. Il apporta les compliments trimestriels du domaine, comme les agents l'avaient toujours fait. Et un papier plié qu'aucun agent avant lui n'avait apporté. «
Juste une circulaire, mademoiselle Debney, dit-il. Le domaine régularise ses comptes de transport. Un tableau des travaux effectués, les tarifs facturés. Vous pouvez le retourner quand vous le souhaiterez. Les tarifs sont les mêmes depuis 30 ans, dit Bethia. Le vieux duc de Glenham les trouvait justes. Je n'en doute pas, dit M. Harsant, aimablement. La régularité n'est pas de la suspicion, madame. C'est simplement la lumière du jour. Il se tourna pour partir, et en se tournant, il passa le long du flanc de Cherry. Le trait de Cherry avait sauté de son dé quand la jument avait bougé. La chaîne de trait avait glissé de son crochet et pendait lâchement. C'était un petit défaut qu'un cocher verrait en un instant, et un gentleman jamais. Et M. Harsant, sans baisser les yeux, prit le trait d'une main et le raccrocha. Il ne s'interrompit pas dans sa phrase sur la poussière de la route d'Ipswich. Un seul mouvement, le mouvement exact, machinal, fait 10 000 fois, d'un homme qui avait été élevé derrière un attelage. Puis il franchit le portail, et le bruit de ses bottes s'éloigna dans le chemin, rapide et régulier. Bethia resta près de la roue avant, la spatule à graisse à la main. Elle le regarda s'éloigner un long moment. « Où un homme de paperasse a-t-il appris ça ?» dit-elle à Quince. Celui-ci pencha sa grande tête par-dessus la porte du box et souffla vers sa poche. Il ne lui dit rien, car c'était un cheval. La nouvelle arriva à 9 heures, apportée par un garçon sur un poney. Le bois du duc de Glenham était coincé dans l'argile au pied de la colline de Staniford. Mademoiselle Debney pouvait-elle venir et amener les gros? Le garçon souriait en le disant. La moitié de la paroisse devait être sur cette colline à présent. Et l'envoi du message était une demi-plaisanterie aux dépens des grands. Les belles équipes du duc sont vaincues. Allez chercher la femme. Bethia ne le prit pas comme une plaisanterie. Elle attela Quince et Cherry au chariot de trait et suspendit les chaînes de rechange. Puis elle les fit marcher le long des chemins à l'allure qu'ils aimaient, c'est-à-dire la leur. La colline de Staniford s'ouvrait sur le ciel, en plein été, sous le soleil matinal. Le chaume sur les bas-côtés était doré, et la lumière se posait sur tout à pleine main. Au pied de la colline, le chemin se resserrait entre deux talus. L'argile y retenait l'eau en toute saison. Dans ce passage étroit se trouvait l'épave de la matinée. Le grand chariot à bois du duc, avec un énorme tronc de chêne enchaîné dessus. La charge était enfoncée jusqu'à l'essieu. Le tronc était la poutre faîtière du nouveau grenier de Glenham, apprendrait-elle plus tard. Devant le chariot se tenaient 4 chevaux de carrosse à la mode. Ils étaient sombres, brillants, l'élégance londonienne même, et chacun d'eux était essoufflé, les flancs haletants, la tête basse. Ils avaient tout donné en une demi-douzaine de courtes tractions, honnêtement données, et loin d'être suffisants. Tis les avait arrêtés bien avant qu'ils ne se blessent. Aucun fouet n'avait quitté son crochet de toute la matinée. Aucun homme sur cette colline ne songea à le féliciter pour cela. Le long de la file marchait un homme compact, pimpant, aux cheveux roux. Il était en proie à une fureur sans issue. Monsieur Tice, le cocher en chef du duc. « Assez, » disait Tice, à personne en particulier. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et sur le côté, chapeau à la main, se tenait le duc. Bethia ne l'avait jamais vu auparavant, le duc de Glenham. Il avait hérité 2 ans plus tôt d'un cousin, au 2e degré qu'il connaissait à peine. Le comté disait qu'il avait été élevé à Londres, qu'il était beau, et qu'il ignorait tout de ses propres terres. Et le comté avait raison sur les 3 points. Il était grand, les cheveux noirs, vêtu de bleu foncé et de fauve. Son élégance rendait la colline temporaire. Il se tenait dans de fines bottes dans la boue des champs, sans rien faire. Car il ne savait pas quoi faire, et il ne prétendait pas le contraire. Elle nota bien cela. Il regardait seulement son chêne coincé, avec le visage d'un homme observant sa propre ignorance. Une ignorance de 2 tonnes, rendue publique. Une foule bordait les talus, des moissonneurs, des villageois, une douzaine de garçons tête nue. Ils regardaient les belles équipes échouer depuis 1 heure. Ils s'écartèrent pour les Suffolks, dans un silence qui était une sorte de bruit en soi. « Mademoiselle Debney », dit Tice. Sa révérence était civile, mais sa voix ne l'était pas tout à fait. « On me dit que vous déplacez du bois. De temps en temps. Alors je vous souhaite bien du plaisir. Il y a plus de 2 tonnes de chêne dans cette argile. Mes chevaux sont les mieux nés de ce comté, et cela les a vaincus. Il faudra construire une route, ou une grue, ou le Tout-Puissant. »
Bethia n'écoutait pas. Elle arpentait le terrain. Elle parcourut le passage étroit d'un bout à l'autre et le lut avec ses pieds. Elle s'accroupit près de la roue enfoncée et regarda sa position, la profondeur, la disposition de la charge au-dessus. Puis elle suivit la ligne que la charge voudrait prendre. Elle marqua l'endroit où l'argile finissait et où la craie commençait. « À qui sont ces chaînes ?»« À moi, » dit un charretier. « Je vous les emprunte. »« Vous là, détachez cet amarrage. Celui du côté proche. Merci. » Elle déplaça le matériel de 6 hommes sans demander la permission de personne. Elle raccrocha les palonniers, refit les amarrages de Tice à sa manière. « Tout le monde hors du talus, s'il vous plaît. Si une chaîne casse, elle part sur le côté. » Le talus se vida. Le duc la regardait et elle ne prêtait attention à personne, car la charge parlait et elle écoutait. Puis elle y attela Quince et Cherry. Ils prirent place dans les traits tranquillement, côte à côte. À eux deux, ils remplissaient le chemin de leur couleur alésant. Le plus grand cheval de Tice serait passé sous le menton de Quince. Elle accrocha les chaînes et vérifia chaque maillon d'une main experte. Puis elle s'écarta à la tête de Quince, petite et indigo contre tout cet alezan. La colline devint silencieuse. « Quince, dit-elle. Cherry. Rien de plus. Juste les noms, à voix basse, le même poids sur chacun. Les 2 chevaux se penchèrent. C'est le seul mot juste pour le décrire. Ils ne se sont pas jetés en avant. Ils n'ont pas gratté le sol. Ils ont calé leurs larges épaules dans les colliers. Et simplement, progressivement, terriblement, ils se sont penchés. Les chaînes se soulevèrent du sol, maillon par maillon. Elles devinrent silencieusement tendues, comme une respiration retenue qu'on laisserait sortir à l'envers. Le chêne gémit et l'argile tint bon. « Doucement, » dit Bethia. « Tenez. » Ils tinrent, près d'une tonne de cheval chacun, appuyant sur le collier. La charge craquait, sur le point de céder. Elle les fit tenir là. Et la foule sur le talus avait cessé de respirer. Et puis Quince s'agenouilla. Il se rassembla, cet affaissement et ce raccourcissement qu'elle avait senti venir. Et il s'enfonça dans le collier. Ce n'était ni un trébuchement, ni une chute. C'était la posture de traction pour laquelle la race est célèbre. Demander et donner. Les genoux pliés bas et hors de l'argile. Tout son être s'abaissant délibérément dans le collier. Son encolure s'arrondissant, son corps massif poussant vers l'avant et vers le bas, le long de la ligne des chaînes. Ed Cherry se tendit à côté de lui, droite et à plat contre son collier, et Bethia dit « Maintenant, mes chéris, avancez », et ils avancèrent. Le gazon se souleva derrière les sabots de Quince en plaque. Les chaînes chantèrent une seule note profonde. La roue proche sortit de l'argile avec un son. Le son de la terre qui change d'avis. Le chariot avança d'un pied, puis d'un autre. Le chêne sortait du sol, une foulée à la fois. Quince à genoux, se relevant et poussant. Cherry tendu à ses côtés. En haut, dehors, sur la craie, roulant, libre. « Arrêtez !» dit Bethia. Et ils s'arrêtèrent, soufflant. Quince s'ébroua de tout son corps, faisant cliqueter son harnais. Il se tourna pour lui mordiller l'épaule. La colline se souvint comment respirer, puis applaudit. Les chapeaux volèrent en l'air. Tice se tenait près de ses favoris essoufflés, la bouche ouverte. Le duc traversa la boue. Il avait enlevé son chapeau, et personne ne le lui avait demandé. Elle s'attendait à un magnifique. Elle l'avait déjà entendu de la part de gentlemen. Et quel spectacle! Et une fois, mémorablement, je dois les peindre. Le premier mot qu'un homme choisissait lui en disait long sur ce qu'il était. « Que vous dois-je » dit le duc de Glenham. Bethia le regarda vraiment pour la première fois. Des yeux gris-verts, et derrière eux un homme posant une vraie question et voulant la vraie réponse. « La coutume du domaine, votre grâce, » dit-elle, « la même que celle que payait votre prédécesseur. »« Pardonnez-moi, mon prédécesseur. La famille de votre grâce et la mienne ont une coutume de transport. Depuis 3 générations, tout ce que Glenham a besoin de déplacer, la cour des Debney le déplace, à l'ancien tarif juste. Mon grand-père a conclu l'accord avec l'intendant du vieux duc de Glenham, avant ma naissance. » Elle regarda le chêne, reposant tranquillement sur la craie. « La tâche de ce matin sera sur la facture trimestrielle. Votre agent a les tarifs. » Le duc de Glenham se tenait sur sa propre colline et apprit, en une seule phrase, qu'il avait un héritage dont il n'avait jamais entendu parler. Elle le vit encaisser.
Il ne le dissimula pas par un rire, et il ne prétendit pas avoir su. « Alors il semble, dit-il lentement, que je vous doive bien plus que cette matinée, mademoiselle Debney. Bethia Debney, la cour à Elmset. Je m'en souviendrai. » Il leva les yeux vers Quince, puis plus haut encore. « Comment s'appelle-t-il ?»« Quince, Quince, répéta le duc gravement. Et Quince, qui avait déjà repéré une poche à la bonne hauteur, souffla dans le gilet ducal et y laissa une trace de cheval. Sa grâce de Glenham baissa les yeux sur la saleté. Puis il rit, et c'était un vrai rire. La foule sur le talus l'apprécia pour cela. Et elle aussi, nota-t-elle avec une contrariété professionnelle. Le duc de Glenham vint à la cour le lendemain matin, seul, sur un joli cheval noir. Quelqu'un au parc, pensa Bethia, aurait dû lui dire que les ducs envoient des cartes. « Votre grâce, dit-elle, du haut d'un chariot chargé. »« Mademoiselle Debney. » Il descendit de cheval et resta là, tenant son propre cheval. Ce que la plupart des gentlemen ne parvenaient pas à faire. « Je suis venu inspecter mon ignorance. Hier, j'ai découvert que mon domaine a une coutume de transport dont je n'avais jamais entendu parler. Une dette que je ne pouvais nommer. Et une voisine qui peut déplacer un chêne avec 2 chevaux et 100 fouets. J'aimerais comprendre ce pourquoi Glenham paye. Voulez-vous me montrer? C'est un jour de travail, votre grâce. Ce que je peux vous montrer, c'est du travail. Alors montrez-moi cela. » Elle le regarda un moment, le manteau élégant, le visage préparé à un refus poli. Et elle lui tendit une longe. « Tenez, Philbert, dit-elle. C'est le jeune. Tenez-vous à sa tête et tenez-le pendant que nous ferrons sa mère. Il s'agitera, s'appuiera sur vous et essaiera vos poches. Votre travail est d'être ennuyeux. Pouvez-vous être ennuyeux, votre grâce? J'ai siégé à la Chambre des Lords, madame. Alors vous êtes surqualifié. » Et il tint le cheval. Il resta dans sa cour pendant près d'1 heure. Ennuyeux, patient, son beau manteau se couvrant de la bave du poulain. Le maréchal Ferrand travaillait. Filbert essaya toutes les ruses d'un poulain de 3 ans. L'appui, l'agitation, la peur théâtrale soudaine d'une poule. Le duc le tint à travers tout cela et lui parla doucement de rien. Et il était toujours là quand ce fut terminé. « Il s'est appuyé sur moi, » rapporta le duc, quand elle vint chercher la longe. « De plus en plus. Il fait ça. Cela signifie qu'il a décidé que vous le tiendriez. Je pèse la moitié de ce qu'il a mis sur moi. Il ne demandait pas votre poids, votre grâce. Il demandait votre attention. Le premier homme de rang qu'elle ait jamais rencontré, à qui on disait de tenir un cheval, tenait le cheval. Ensuite, elle le laissa la regarder démarrer le chariot chargé. Quince et Cherry étaient attelés, 4 tonnes de meules à bord. « Maintenant, regardez comment ça démarre, » dit-elle. « Pas les chevaux, les chaînes. » Elle parla, à voix basse. La paire se pencha. Le mou remonta maillon par maillon, silencieusement tendu. Le chariot resta immobile sous 4 tonnes de meules. Puis il se mit en mouvement sans une seule secousse. Il roulait avant même de sembler avoir démarré. « Ils n'ont jamais tiré d'un coup sec, » dit le duc songeur. « J'ai vu des équipes se tuer à moitié contre une charge. Les vôtres se sont penchés. C'est le métier, votre grâce, et il est là tout entier. On ne tire pas une charge, on s'appuie dessus. Apprenez à un cheval à s'appuyer, et il vous démolira une maison en marchant. Et comment l'enseigne-t-on? Lentement. Vous demandez, vous attendez, et vous rendez impossible de mal répondre. Comme pour toute chose qui vaille la peine d'être enseignée, il se répéta les 2 phrases, les archivant, et quelque chose dans sa poitrine se déplaça pour faire de la place. Derrière eux, les géants se tenaient nonchalamment près de leur foin, au repos sur une hanche et à moitié endormis. Ils se tenaient comme des murs d'église. Le chaton tigré s'était rendormi entre les antérieurs de Quince, et le grand cheval reposait tranquillement au-dessus de lui. La chose la plus forte dans n'importe quel champ est douce. Elle doit l'être. Elle sait ce qu'elle pourrait briser. Obadiah Debney observa la visite depuis sa chaise près du poêle de la cour. Il ne dit rien jusqu'à ce que le duc soit parti à cheval. L'oncle de Bethia avait 63 ans. Il était de forte carrure et encore droit, la barbe blanche, le teint vermeil. Ses yeux gris vifs ne manquaient rien. Ses mains étaient abîmées. Quoi, un temps de chêne et de gel, avait enflé ses articulations, au point qu'une boucle lui résistait les matins froids. C'était la seule partie de lui qui ait jamais cédé quoi que ce soit. Il tenait maintenant le livre de paye.
Et chaque main qui travaillait dans cette cour y était inscrite, chaque journée tarifée honnêtement. Ce soir-là, il ouvrit le livre et écrivit, lentement et de travers, pendant que Béthia s'occupait de la pâtée. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « J'inscris le travail de la journée, » dit Obadiah. « Nouvel homme, fort, mais novice, 4 pence par jour, et son dîner. » Elle lut par-dessus son épaule. Sous la colonne nette des hommes de la cour, tout en bas, G. Nouvel homme. Tenue Poulain, 1 heure. 4 pence. Oncle, c'est le duc de Glenham. Alors c'est le premier duc que j'ai à 4 pence, dit Obadiah, et je le remercierai de ne pas gâcher le tarif pour les autres. Elle avait l'intention de dire à sa grâce, la prochaine fois qu'il viendrait, que c'était une plaisanterie de son oncle. Elle n'en eut jamais l'occasion. Le duc vint le mardi, vit le livre ouvert sur la table, et lut sa propre inscription. Il devint, elle chérirait ce moment, parfaitement immobile d'indignation. « 4 pence, dit le duc de Glenham. Le garçon jardinier du parc en gagne 6. Le garçon jardinier, dit Obadiah, sait faire reculer un chariot. 4 pence, dit le duc, de nouveau, à personne. Il accrocha son manteau au porte-manteau près de la porte, et il revint quand même le mardi suivant, et le mardi d'après. Glenham Park, sous la direction de M. Harsand, était une belle machine, et elle ronronnait. Le duc parcourut sa cour d'écurie cette semaine-là, comme il l'avait fait pendant 2 ans. Moitié propriétaire, moitié invité. M. Harsand marchait à ses côtés, avec les registres du trimestre sous le bras. Les lourds chevaux du vieux duc étaient partis depuis longtemps, vendus avant son arrivée. Dans leur box se trouvaient des équipes légères et rapides du Yorkshire, brillantes et interchangeables. Sur le papier, tout était sous contrat, tarifé, et avancé à un trot moderne. Le principe, votre grâce est simple, dit M. Harsand. Un domaine n'est pas un musée. Nous ne gardons rien par sentiment. Nous gardons ce qui rapporte. Une équipe légère fait sa course à 8 miles à l'heure et mange en conséquence. Le genre de cheval de votre prédécesseur le fait à 3 et mange comme une paroisse. Et le gros travail? Le bois, la pierre, ma poutre fêtière, sur la colline de Staniford. Une pause, longue d'un battement de cœur. Un contretemps, votre grâce, du genre que tout système rencontre, pendant qu'il se perfectionne. J'ai écrit à un entrepreneur d'Ipswich, qui fournit de la puissance de trait à la tâche. Pratique moderne. Nous louons la force quand nous en avons besoin, comme nous louons un ramoneur, et ne la nourrissons jamais. La cour de Mademoiselle Debney fait ce travail depuis 3 générations, m'a-t-on dit. Aucun domaine sur terre ne doit sa subsistance à une seule cour, votre grâce. Et la dame ferait mieux de l'entendre d'un ami, dit M. Harsand, très doucement. Louez la force à la tâche, et vous payez pour l'attraction. Garantissez à un seul transporteur toute votre clientèle, et vous payez aussi pour l'attente. Il y aura du gros travail dans le Suffolk pendant encore 50 ans. Il n'y a aucune raison de l'acheter à l'année à une cour à 4 miles de distance. Vendre ces grosses bêtes tant qu'elles valent encore un bon prix, ce serait mon conseil pour elles, amicalement. Quant à la coutume, votre grâce, je n'ai trouvé aucun instrument de ce genre dans les papiers du domaine. Ce qui n'est pas écrit a tendance à avoir toujours été mal remémoré. M. Tice, polissant une lanterne de carrosse à portée de voix, offrit sa propre opinion professionnelle sur les bêtes des Debney, qui fut plus courte. Des éléphants en cuir, votre grâce. Parfait pour ne rien faire. Je reconnais qu'ils ont déplacé votre chaîne. Une grue l'aurait déplacé aussi. Et une grue ne mange pas. Le duc regarda un moment les équipes légères dans leur box. Monsieur Harsand, combien cette écurie a-t-elle coûté au domaine le trimestre dernier? J'aurai le chiffre sur votre bureau dès demain matin, votre grâce. Et combien les factures des Debney coûtaient-elles à mon prédécesseur? N'importe quel trimestre. Un petit silence. Les anciens comptes ne sont pas indexés pour les besoins modernes. Non, dit le duc. Je commence à penser que rien ici ne l'est. C'était plus loin qu'il n'avait jamais poussé, et cela vida ses réserves. Pendant 2 ans, il avait acquiescé à des hommes qui semblaient raisonnables plutôt que d'exposer l'étendue de ce qu'il ne savait pas. Il avait signé toute amélioration qu'on lui présentait, faisant confiance à la main qui tournait la page. Sur son bureau ce soir-là se trouvait une note soignée, intitulée « Régularisation du transport du domaine », n'attendant que son nom. Il ne la signa pas cette nuit-là. Il l'a mis dans un tiroir et n'aurait pas pu dire pourquoi.
Sauf que 4 pence de cette affaire lui appartenaient. C'est dans cette cour d'écurie, à la fin de l'inspection de la semaine, que la chose arriva. Un palefrenier passa avec un hongre du Yorkshire, fraîchement harnaché, pour la poste de l'après-midi. Les attelles étaient un pouce trop haut. Le petit défaut qui irrite une épaule le soir venu. Monsieur Arsante, en pleine phrase sur le drainage, s'avança sans regarder. Il détacha la sangle, replaça les attelles et resserra la sangle correctement. Un seul mouvement, fait 10 000 fois avant d'être fait cette fois-ci. Puis il baissa les yeux sur sa propre main, comme si elle avait parlé à tort et à travers. Il l'essuya lentement sur le pan de son manteau noir. Il l'essuya de nouveau. Puis il continua à marcher et termina la phrase sur le drainage, et ne jeta plus un regard au cheval. Bettia l'apprit 2 jours plus tard. Le cousin du palefrenier, qui transportait du sable, le raconta en riant. L'homme de paperasse a ajusté les attelles comme un charretier né, puis s'est essuyé la main pour l'avoir touché. Elle ramena l'histoire à la maison près du poêle, encore à moitié une plaisanterie, et la raconta à Obadiah. Obadiah ne rit pas. Il resta assis, ses mains abîmées posées sur le livre de paye, et regarda le feu un long moment. Quoi qu'il y lût, il le garda pour lui. Monsieur Tice vint à Elmset la semaine suivante, envoyé avec un message sur le bois du grenier. Puis il resta sans y être envoyé pendant près d'1 heure. Il avait choisi son moment. Bettia travaillait Philbert à la longe, apprenant au poulain à se tenir d'équerre. Tice accrocha son élégante personne au portail et s'assura qu'elle le voit, peu impressionné. Philbert passait une matinée stupide. « Tiens-toi droit, idiot », dit Bettia. Il se tenait de travers. Il regardait bouche bée le portail, Tice, la même poule que d'habitude. Invité à avancer, il se précipita. Invité à s'arrêter, il chercha Queens du regard, trouva le vieux cheval au foin de l'autre côté de la cour et copia sa posture jusqu'à l'inclinaison même de l'arrière-train. Puis il s'endormit dans cette position. « Il vous faut un fouet, mademoiselle Dabney », dit Tice enfin, d'un ton professionnel. « Je le dis gentiment. Toutes les cours de Londres dressent avec un fouet. Ça répond. » « Ça répond, » convint Bettia, s'approchant du portail, le poulain somnolent sur la longe derrière elle. « Un fouet peut être un mot, monsieur Tice. Si c'est le seul mot que vous avez, vous êtes à court. Je ne suis pas à court. Et quand le cheval est le premier à perdre patience? C'est un Suffolk, monsieur Tice. Il est né patient. Ce sont les hommes qui sont à court, court après court. » Tice emporta cela avec lui, et cela le tracassa visiblement, par intermittence, pendant 1 mois. Cherry aplatit ses oreilles vers lui depuis son box. Elle le faisait depuis son premier ricanement. En août, elle oublierait pourquoi, et recommencerait à essayer ses poches comme les autres. Le duc posa une question sur Cherry un de ces mardis. « Pourquoi ces deux-là » demanda-t-il. Kins et Cherry se tenaient ensemble à l'abreuvoir. Philbert se tenait à une respectueuse demi-longueur, buvant quand Quince buvait. Pourquoi la jument est-elle toujours à côté du vieux cheval? Vous avez d'autres paires que vous pourriez former. Philbert grandit. Une jeune paire ne vous servirait-elle pas plus longtemps? Venez ici et je vous montrerai ce qu'est une paire. Bettia posa sa main à plat sur l'épaule dorée de Cherry et la jument continua de boire. Il y a 6 ans, j'ai essayé Cherry à côté de 3 autres chevaux, avant de l'essayer à côté de Quince. De bons chevaux, tous. Elle travaillait à leur côté, et elle leur donnait ses jambes, mais gardait son cœur dans sa poche. On le sent à travers les chaînes quand un cheval fait ça. La charge vient, mais elle vient à contre-cœur. Puis je l'ai mise à côté de Quince. Et elle s'est calée dans le collier à la première traction, comme si elle y était née. Et elle ne lui a jamais rien refusé depuis. Elle frotta le cou de la jument. On n'assortit pas une paire par la couleur. On les assortit par la personne à côté de qui il préfère se tenir. Le duc resta silencieux un moment. Et si vous deviez les séparer? Je n'aurais pas à le faire. Mais si, la paire part ensemble, votre grâce. Où elle reste? C'est la règle de la cour, et elle est plus vieille que moi. Elle le dit sans chaleur, un fait simple de l'établissement, tarifé et réglé depuis longtemps. On peut vendre un chariot d'une cour, on ne peut pas vendre un cœur sur 2. Et Philbert? À côté de qui se tient Philbert? Quince. Chaque heure qu'on le lui permet. Ce qui est son propre arrangement, pas le mien. Et je ne discute pas avec ce qui fonctionne. Obadiah, depuis la porte du poêle, dit sèchement « Votre grâce ferait mieux d'écrire ça dans votre livre de gestion de domaine. Ce n'est pas dans les versions imprimées. »
Au cœur de l'été, la plaisanterie avait pris forme, et la moitié de la paroisse la connaissait. Le duc de Glenham travaillait à la cour de Debney pour 4 pence par jour et progressait lentement. Il était mauvais, et la cour le respectait d'autant plus pour l'ampleur de sa maladresse honnêtement affichée. Le sillon était le plus célèbre. Bethia le mit à labourer la bande de tournière derrière la cour avec Quince et Cherry, les maîtres d'école les plus gentils qui soient. Il prit les mancherons de la charrue avec une concentration féroce et se mit en route. Les grands chevaux marchaient sur une ligne aussi droite qu'un cordeau. Et derrière eux, le duc et la charrue erraient à travers l'Angleterre. Elle le laissa faire 3 passages avant de venir à la haie. La partie des chevaux était impeccable. La sienne ondulait dans le champ avec une sorte d'optimisme éméché. « Eh bien, dit Bethia, soyez gentil. Ce sillon conviendrait à un serpent qui a un but, votre grâce. Je l'ai tenu droit. Je l'ai tenu droit tout le... » Il regarda en arrière dans le champ. « Il est possible, dit-il avec dignité, que le champ ait bougé. Le champ. Le printemps a été humide. Le sol bouge. Sur 200 mètres, de côté, et en arrière, et de nouveau de côté. Je remarque que les chevaux ont gardé leur ligne, dit-il, changeant de sujet avec la douceur d'un homme d'État. Ils le font généralement. Ils ont 30 acres par an de pratique, et personne ne leur a jamais appris à regarder leurs pieds. Elle passa par-dessus la haie et se tint à côté de lui au mancheron. Elle lui montra où regarder. En haut, vers le repère au bout du champ, et jamais en bas vers le soc. On dirige une charrue avec les yeux, pas avec les bras. Au moment où vous baissez les yeux sur l'endroit où vous êtes, vous avez perdu l'endroit où vous allez. Et à chaque passage suivant, depuis la haie, les yeux en l'air. Le repère, votre grâce, pas la boue. Il ne put apprendre à se pencher cet été-là, bien qu'elle l'enseignât honnêtement. Pour démarrer un chariot chargé, il donnait des à-coups. Les mains entendent le mot « tirer » et tirent d'un coup sec. Un vieux cheval sage sent la secousse venir et décline l'invitation. Quince restait là, gentil, imperturbable, les oreilles tranquilles, pendant que le duc demandait, claquait de la langue et rougissait. Et Bethia laissait le cheval faire l'enseignement. « Il me refuse !»« Il vous attend, il y a une différence, et vos mains l'apprendront. » Elle prit la rêne, ne fit rien de visible, et les chaînes se tendirent doucement, et le chariot s'éloigna. Elle lui rendit la rêne. N'importe quel imbécile peut faire tirer un cheval. Le salaire est dans la retenue. C'est la dernière chose que je vous apprendrai, et la première qu'il vous apprendra. Et à nous deux, nous ferons de vous un charretier dans 10 ans environ. 10 ans, dit le duc de Glenham. Il reprit la rêne, manqua de nouveau, et resta jusqu'à la nuit. Vous y arriverez d'ici 15 jours, dit Obadiah depuis le portail, alors que le duc rentrait enfin chez lui. La secousse disparaît quand on cesse de vouloir être vu en train de démarrer la charge. Que dois-je vouloir à la place? La charge, dit Obadiah. Obadiah a dit l'autre vérité ce soir-là. Il regardait Filbert brouter à une stricte demi-longueur de Quince. Il bougeait quand le vieux cheval bougeait, posant son nez sur la barrière exactement sous le même angle que Quince. 2 apprentis dans cette cour maintenant, dit Obadiah, au feu, et celui à 4 pattes est en avance au point. L'été enseignait par petites touches, et Bethia mesurait son apprentissage à ce qu'elle le laissait toucher. D'abord, il tint, puis il pensa, et apprit qu'un Suffolk appuiera tout son flanc contre la brosse jusqu'à ce que le palefrenier se cale ou tombe. C'était près d'une tonne de compliments, et le duc tomba 2 fois. Puis il nourrit, puis il harnacha, et apprit qu'un collier se passe par-dessus la tête à l'envers, ou ne passe pas du tout. Et puis, en juillet, vint le matin où elle lui tendit la longe de Cherry et lui dit d'emmener la jument chez le forgeron au bout du village. « Seul, vous aurez Cherry. » C'est à peu près une tonne de solitude. « Alors ne la perdez pas, » dit Bethia. Elle se retourna vers la cour et se força à rester tournée. Il comprit ce que c'était. Il descendit le chemin avec la grande jument dorée marchant tranquillement à son épaule, et il ne se retourna pas. C'était la dernière partie de la leçon, et la plus difficile. Elle regarda depuis le portail, chaque pas. Elle n'a pas bougé d'un sabot pour le forgeron, rapporta-t-il, en rendant la longe avec cérémonie. J'étais entièrement inutile. Vous étiez entièrement nécessaire. Vous étiez la raison pour laquelle elle avait décidé d'être sage. L'alimentation, elle la garda le plus longtemps entre ses propres mains. Elle l'enseigna enfin un jeudi soir.
La semaine suivante comportait une colline. 40 chargements de craie à sortir de la carrière pour les fondations du grenier. Il la regarda préparer des rations plus riches et demanda pourquoi ce soir, alors que la colline était à des jours de là. Un grand cheval tire avec son souper. On le nourrit le mardi pour la colline du vendredi. Elle nivela la mesure avec sa paume. Elle avait augmenté l'avoine par petites mesures depuis 15 jours. La ration du mardi n'était que le dernier versement pour la colline du vendredi. Au moment où la colline est sous ses sabots, il est trop tard pour le nourrir pour ça. Tout ce qu'un cheval fait, il le fait sur ce que vous avez fait pour lui 3 jours avant. Vous verrez que les gens fonctionnent à peu près de la même manière. Et le vendredi soir, après la colline, qu'est-ce qu'ils reçoivent alors? Leur mardi à nouveau. Ce n'est jamais fini d'être mardi quelque part devant vous. C'est le métier en une phrase. Votre grâce, si vous les collectionnez. Je les collectionne, dit-il, et il porta les fèves le long de la rangée. Il était, à ce moment-là, compétent pour le faire, ce qui est un petit mot, et n'était pas petit. Tout cet été, en coulisses, la régularisation avançait, comme le papier avance, tranquillement. Les équipes légères d'Ipswich faisaient bien les courses du parc sur les bonnes routes. Sur les chemins argileux et aux barrières des champs, c'était autre chose. Les échecs étaient petits et dispersés, et n'ont jamais fait une histoire. Un chariot de foin qui nécessitait un double attelage resta chargé 1 jour et demi. Une charrette de marne s'enlisa à la barrière de Foxhall et fut dégagée à des salaires journaliers discrets. La différence fut louée, relouée, retarifée et lissée sur le papier. Personne au parc ne prononçait le mot « argile » en présence de l'agent. Le système de l'agent n'y croyait pas. Monsieur Arsent, pour être juste, croyait en sa propre doctrine de toute son âme. C'était la partie coûteuse. L'orage monta du sud-ouest par un soir noir et argenté de fin juillet. Il les surprit tous les deux dans la remise à chariot, avec les harnais sortis pour être huilés. C'était un vrai travail, et il s'y adonnait sérieusement. Le long banc à harnais, l'huile de pied de bœuf, les colliers et les traits de 3 chevaux étalés entre eux. Au-delà de la lumière de la lampe se tenaient les grandes formes endormies elles-mêmes. La respiration de Quince était lente et profonde. Les jambes de Filbert s'agitaient de temps en temps dans le rêve d'un poulain qui court. Puis le ciel s'ouvrit. La pluie tomba sur le toit de la remise avec un bruit qui rapprocha les murs. Il était impossible d'aller où que ce soit pendant 1 heure. Ils le surent tous les deux au même moment et se penchèrent sur l'huilage avec une soudaine grande attention. Ils travaillèrent sur un collier et la moitié des longs traits, se passant l'huile sans parler. La pluie était très forte et la remise très petite. La boucle de la sous-ventrière de Quince était raide depuis le printemps. Le duc lutta avec, la graissa, lutta de nouveau. « Raide, dit-il, et Béthia, sans réfléchir, ce qui fut toute sa défense par la suite, posa ses mains sur les siennes pour lui montrer l'astuce, le tour de main que son père lui avait appris. La boucle céda, et aucun d'eux ne bougea les mains. La pluie était très forte. La lampe créait une pièce dorée autour du banc, et l'obscurité en créait une autre autour. Et dans la pièce sombre, les chevaux respiraient. Il retourna ses mains, lentement, sous les siennes, paume contre paume. Il ne serra pas, et il ne tira pas d'un coup sec. Il l'avait appris à ce moment-là, dans ses mains, là où elle disait que l'apprentissage comptait. Il resta immobile, et laissa le poids de la question reposer entre leurs paumes, et attendit. « Votre grâce, dit Béthia, j'aimerais que vous ne m'appeliez pas ainsi ce soir. C'est ce que vous êtes. » Elle retira ses mains. Elle le fit doucement, et cela lui coûta. Et elle avait depuis longtemps cessé de se mentir à ce sujet. Et voici l'arithmétique. Et je ne la dirai qu'une fois, puis nous finirons ce harnais. J'ai 27 ans, et je tiens cette cour depuis 5 ans, en mon nom propre et celui de personne d'autre. Une commerçante qui laisse un duc la courtiser est une blague que le comté a racontée 100 fois, et le comté connaît la fin à chaque fois. Quand ça se termine, le duc est toujours un duc. La femme est ce qui reste d'une blague, et son commerce avec elle. Et chaque homme qui a jamais envoyé son charroi à sa cour a une opinion. J'ai une cour, un oncle, 3 chevaux, et le salaire de 11 hommes qui repose sur le fait que mon nom est une chose simple et sérieuse. Elle prit le chiffon à Will et le trait suivant, et sa voix resta égale, ce qui était un travail en soi. Je préfère vous garder à 4 pence et vous garder votre grâce,
plutôt que d'avoir un été grandiose et de tout perdre. Il resta silencieux un long moment. La pluie baissa d'un demi-ton. « Vous avez tout compté, dit-il enfin. Je compte tout, c'est le métier. Alors je ne vous dirai qu'une chose, et puis nous finirons le harnais. » Il prit l'autre bout du chiffon. « J'ai l'intention de valoir la peine d'être raconté. » Ils finirent le harnais. La pluie cessa vers 10 heures. Il rentra chez lui à pied, dans l'obscurité humide, menant son cheval plutôt que de le monter, pour une raison qu'il ne donna jamais. Et Béthia resta un moment dans la remise, la lampe éteinte, écoutant les gouttières et la respiration des chevaux. Et elle s'insulta, doucement, de plusieurs noms simples du Suffolk. La lettre de M. Harsan arriva le 1er août, par Porter, scellée, dans une belle copie de Claire. Elle était magnifiquement rédigée. Elle la lut une fois pour elle-même, puis à voix haute pour Obadiah. Sa voix ne changea pas, ce qui dit à son oncle à quel point c'était grave. Le domaine de Glemham a conclu son examen des arrangements de transport. Le transport de la prochaine récolte de blé est attribué dès à présent à Messieurs Cobbold d'Ipswich, fournisseurs de puissance de trait à la tâche, à titre d'essai de la nouvelle méthode. Et en cas de succès, le reste du transport du domaine, graines, charbon, bois, pierre, et tout trafic quel qu'il soit, passera entre les mêmes mains à la Saint-Michel prochaine, le 29 septembre. Les courses déjà commandées sont maintenues et seront effectuées par votre cour jusqu'à la fin du trimestre. Le domaine remercie Mademoiselle Debney pour les services rendus pendant de nombreuses années et joint le compte du trimestre pour règlement de la manière habituelle. Et puis vint la phrase qui montrait la main du rédacteur. Elle était rédigée avec soin et, à la manière de M. Arsante, avec conscience. Il n'était jamais un menteur et ne prétendrait pas qu'une vieille chose n'avait été rien. Quant à l'arrangement qui aurait existé entre le domaine et votre famille, n'étant nulle part réduit à l'écrit, il n'a pas été annulé, madame, car une chose doit exister pour être annulée. Le domaine est convaincu que, après réflexion, vous trouverez cette distinction importante. L'épine dorsale de la cour, retirée en une seule phrase. Pas brisée, la rédaction était meilleure que ça. Montrée comme n'ayant jamais existé. Et la récolte n'était pas à la Saint-Michel. La récolte était dans 15 jours. Le domaine ne reconnaît pas la coutume comme contraignante, dit enfin Obadiah, depuis le poêle. Non pas qu'il y mette fin, mais qu'il n'y avait rien à quoi mettre fin. C'est ce qu'il veut dire. Une poignée de main est difficile à prouver contre du papier. Presque impossible, oncle. Il n'y a pas une âme vivante qui l'a vu se faire. Ton grand-père, dit Obadiah, et il s'arrêta. Ses mains abîmées se fermèrent autant qu'elles le pouvaient, ce qui n'était pas beaucoup. Ton grand-père a transporté pour cette maison pendant l'année du grand gel à l'ancien tarif, alors qu'il aurait pu demander n'importe quel prix en Angleterre, parce que la coutume tenait dans les deux sens. C'était ça, le papier. 60 ans de réciprocité, c'était ça le papier. Je le sais, oncle. Le duc le sait-il? Elle regarda au bas de la lettre, où l'agent avait signé pour le domaine, sous mon autorité déléguée. Le nom de sa grâce n'est nulle part dessus, oncle. Monsieur Harsant signe sous sa propre autorité déléguée. Et nulle part il ne dit qu'il a été dirigé. Cela signifie une de ces deux choses. Soit le duc ne sait pas, soit il préfère ne pas savoir. Laquelle crois-tu? La première. Laquelle veux-tu? Elle entretint le feu du poêle et ne répondit pas. Et Obadiah, miséricordieusement, laissa tomber. Il le saura d'ici dimanche, dit-elle enfin. C'est le Suffolk. La dernière inspection eut lieu la première semaine d'août. M. Harsant vint lui-même à cheval avec le compte final. C'était correct, civil, exact au centime près, et pas un centime de méchanceté. Chaque demi-penny contesté était accordé en faveur de la cour, la justice méticuleuse d'un homme qui clôt une affaire pour laquelle il n'avait pas l'intention de ressentir quoi que ce soit. Il ne prit pas la chaise qu'elle lui offrit, mais resta dans la cour dans son manteau bleu-noir pendant qu'elle vérifiait le compte. Et pendant qu'il attendait, elle l'observa par-dessus le bord du papier. Il regarda les chevaux. 15 se tenaient à la porte ouverte de l'écurie, la tête dehors au soleil, à moitié endormis, la lèvre inférieure pendante et stupide. Monsieur Harsant regarda le grand cheval un long moment, avec un visage qui n'était pas du mépris, peu importe comment il avait appris à se déguiser. Puis il prit conscience de lui-même. Il sortit sa montre, la lut et ne la vit pas.
Le compte est juste, dit Béthia. J'enverrai le reçu lundi. Vous êtes exact, madame. Ce fut le plaisir de cette relation. Il rassembla ses rênes et s'arrêta. Un battement de cœur, au box de la jument. Cherry aplatit ses oreilles vers lui, avec un engagement total. Et il dit, d'une voix sans aucune doctrine, « La jument est en bonne chère, pour 1 mois d'août. » Puis il fut parti, remontant le chemin, rapide et régulier. Obadiah était sorti à la porte du poêle et avait regardé le dos de l'agent jusqu'au tournant. Ses yeux gris vifs étaient devenus étroits et très immobiles. « Béthia, oncle, j'ai connu cette démarche avant même de voir le visage. Harsent le charretier de show, de Clay End. Il a charrié pendant 30 ans pour que son fils ne porte jamais de collier. C'est le fils. » Béthia se tenait là, le carnet de reçus à la main. « J'ai travaillé contre le père, ma fille, il y a 30 ans, quand j'avais un peu plus que ton âge, et que j'étais bien plus beau. Un petit homme, les mains brûlées par la chaux. Il conduisait une paire de demi-cent punches et les conduisait avec gentillesse. Chaque sou que cet homme a jamais gagné a servi à maintenir son fils dans ses études. Le garçon détestait la cour, détestait l'odeur, détestait le collier, détestait être le fils du charretier de chaux. Il est parti à 15 ans pour être apprenti et n'est jamais revenu, à ce que j'ai entendu. » Il tourna la tête et la regarda. « C'est lui, ma fille. C'est la démarche, une démarche de charretier. Tu peux mettre n'importe quel manteau à un homme, tu ne peux pas lui enlever ça de ses jambes. » Le trait, dit-elle lentement. Le jour du trimestre. Il l'a raccroché sans jamais baisser les yeux. Et l'histoire du palefrenier du parc. Les attelles ajustées en pleine phrase. Et sa propre main essuyée pour l'avoir touché. Et tout à l'heure, un homme a lu sa montre dans ma cour, et ne l'a jamais vue. « C'est la raison, alors, dit-elle. Les grosses bêtes. La régularisation. Il ne nous vend pas, oncle. Il enterre son père, et nous continuons à le déterrer. Probablement. » Obadiah se rassit dans sa chaise. « Qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Elle resta silencieuse un moment. Dans l'écurie, Quince changea de poids et laissa sa lèvre inférieure pendre encore plus. « Rien. C'est une arme, ma fille. Aux oreilles du comté, ça le couperait net. L'agent modernisateur, fils de charretier de chaux, honteux d'un bon père. Il le chasserait du Suffolk en riant avant la fin du trimestre. Je sais ce que c'est. » Elle posa le carnet de reçus. « Le père d'un homme n'est pas un bâton pour le battre. Pas même cet homme-là. Pas même ce père-là. » Elle leva les yeux vers le chemin vide. Son père semble avoir été le meilleur homme de cette histoire jusqu'à présent. Je ne sacrifierai pas un charretier mort pour gagner une dispute de vivant. Nous le combattrons sur le travail, oncle, ou nous ne gagnerons pas du tout. » Obadiah la regarda un long moment, puis le feu. Ce qu'il y avait sur son visage n'était pas de l'accord, et c'était mieux que de l'accord. « Ton grand-père, dit-il, l'aurait utilisé avant le souper. C'est toi, l'amélioration, ma fille. La dernière course de la cour sous l'ancienne coutume avait été commandée bien avant la lettre de M. Harsent. Elle était donc maintenue, et elle était à elle. Elle emmena le duc avec elle, exprès, et ne le lui dit jamais. Il le comprit par lui-même des années plus tard, ce qui était aussi exprès. La course était la suivante. Selon la coutume, le père de Béthia avait convenu avec le vieil intendant que le tarif de transport inclurait une chose à prix coûtant, toujours. Cette chose était le charbon d'hiver pour les veuves de la paroisse, Madame Gooding, la veuve du meunier, en premier lieu. Cela ne figurait sur aucune facture, c'était une gentillesse. C'était inclus dans le tarif. La gentillesse était intégrée au commerce, là où la charité ne pouvait embarrasser personne. Et c'était ainsi depuis 30 ans. Le chariot qui le transportait était en cours de chargement par un matin frais et lumineux de la 2e semaine d'août. « Du charbon en août ?» demanda le duc en arrivant. « Le charbon des veuves est livré avant la récolte, pendant que les chevaux sont disponibles. Venez faire la course alors. Apportez vos mains à 4 pence. Et nous marchons, c'est à 1 mile, et la charge est le travail des chevaux, pas le nôtre. » Ainsi, le duc de Glenham marcha à côté d'un chariot de charbon à travers Elmset, à la tête du cheval, Quince dans les brancards. Il apprit la course en la faisant, les sacs dans les sentiers étroits, les planches de la cave soulevées, le charbon dedans, les planches remises, le sentier balayé. « Le sentier aussi ?» demanda le duc, balai à la main.
Le sentier d'abord. N'importe quel imbécile peut porter du charbon. Un sentier balayé dit à une veuve qu'elle n'est pas une nuisance, et c'est la moitié de la charge qui vaut la peine d'être portée. À la troisième chaumière, Madame Gooding elle-même tenait la barrière. C'était une petite femme nerveuse dans un bonnet impeccable. Elle regarda le duc porter son hiver sur son épaule le long de son sentier. « Alors vous êtes le duc à 4 pence, dit Madame Gooding, qui ne craignait rien sur cette terre et avait enterré le seul homme à qui elle ait jamais rien demandé. Posez-le à gauche de la cheminée, votre grâce. Le côté droit sointe au dégel. Bien. J'avais entendu dire que vous étiez décoratif. Elle le toisa de haut en bas, poussière de charbon et tout, et fit un bref signe de tête, du genre qu'elle était connue pour prêter avec parcimonie. Vous prendrez une tasse debout, tous les deux. Je n'ai pas de quoi faire asseoir les ducs. Ils prirent la tasse debout. Madame Gooding la remplit 2 fois, examina les mains empoulées du duc, sans demander la permission de l'homme à qui elles appartenaient, et rendit son verdict. 4 pence, me dit-on. Eh bien, elle a toujours été économe. Vous ferez l'affaire, votre grâce. Mon Gooding était mort depuis 10 ans avant que cette paroisse n'apprenne ce qu'il valait en manche de chemise. Apprenez votre propre valeur à moins cher que ça. En rentrant derrière le chariot vide, il resta silencieux un long moment. Le tableau de l'entrepreneur, dit-il enfin. Les gens d'Ipswich. J'en ai lu chaque feuille cette semaine. Il n'y a aucune ligne pour cette course. J'ai cherché. Il n'y en aurait pas. Ce n'est pas un travail qu'on peut sous-traiter à la tâche, votre grâce. C'est un travail qu'on ne peut que devoir. Elle regarda la route. C'est ça, une coutume. Monsieur Harsent a raison de dire que ce n'est pas un contrat. Ça n'a jamais essayé d'être un contrat. C'est le prix de notre cohabitation. Le domaine et la cour, dans le même pays depuis 60 ans. Et ça n'existe pas. Et il a raison. Et si ça disparaît, quelque chose disparaît que son papier ne peut pas voir et ne peut pas remplacer. Et ça manquera dans 20 ans, quand on se demandera pourquoi la paroisse est devenue froide et chère. Cette nuit-là, le duc de Glemham resta assis jusqu'à plus de 2 heures du matin avec les papiers de régularisation de M. Arsent. Il lut chacun d'eux, 2 fois. La rédaction était excellente, le raisonnement clos et net. Et il pouvait sentir le problème maintenant. La charrette de Marne, le chariot de foin à l'arrêt, la course sans ligne correspondante. Et pourtant, il ne parvenait pas à construire l'argument qui tiendrait dans la propre logique du système. Il détestait les 2 années qui avaient fait de son ignorance la chose la mieux armée sur ce bureau. Il ne signa rien. C'était, pensa-t-il sombrement, le premier acte entièrement ducal de son mandat. Ne pas être persuadé, être incapable de dire pourquoi, et tenir la ligne quand même sur le crédit d'une femme qui nourrissait les chevaux le mardi pour la colline du vendredi. La 2e lettre de 7 août venait de Maidstone, et elle était pire que la première. La première ne voulait que la subsistance de la cour. Celle-ci voulait son cœur. Bettia la lut debout à la table de la cour, puis elle lut le milieu à voix haute, une fois, d'une voix plate. Notre agent, étant à la colline de Staniford en juin, pour nos propres affaires, a vu un hongre alezan tirer le bois du duc de Glemham hors de l'argile, et n'a parlé de presque rien d'autre depuis. Le domaine de Glemham, ayant récemment lancé un appel d'offres pour son transport, nous concluons que le travail de la cour d'Elmset est promis ailleurs, et que ces chevaux peuvent être acquis. Notre commerce londonien nécessitant un cheval de limon d'une substance exceptionnelle, nous sommes prêts à donner, pour le grand, la somme de... Elle ne lut pas la somme. C'était, sur n'importe quel marché en Angleterre, un prix d'or et la moitié en plus, pour Quince. Pour Quince seul. Elle posa la lettre face contre table et resta la main à plat dessus. Monsieur Arsène avait lancé un appel d'offres. Il n'avait pas fait de publicité pour elle, et aurait jugé cela indigne de lui. Cela ne faisait pas la moindre différence. Tout homme qui lisait cet avis pouvait faire le calcul qu'elle avait fait à cette table en 1 minute. Le travail était attribué ailleurs. La cour, manquant de travail, devait manquer de nourriture. Manquant de nourriture, elle devait vendre. Et voici qu'à la première fissure dans le mur, arrivait l'acheteur, voulant le grand. Un cheval sur 2. La meilleure moitié d'un cœur de travailleur, vendu au plus offrant. Il irait dans une bonne écurie, dit-elle au feu, ce soir-là, testant les mots pour entendre de quoi ils étaient faits. Les brasseurs gardent leur limonier gras. Obadiah ne dit rien du tout.
et son silence était tranchant. Sherry se tiendrait dans ce box, continua Bethia, de la voix plate d'une femme longeant une clôture qu'elle savait déjà à terre, et donnerait ses jambes, et garderait son cœur dans sa poche, pour n'importe quel père que je pourrais lui faire. Tu as vu une paire séparée travailler. Je l'ai vue. C'est une brouette avec du sang dedans. Elle prit la lettre et la plaça, sans réponse, à l'intérieur de la couverture du livre de paie. Le livre s'ouvrit à la page avec le nom du duc. G. Nouvel homme, 4 pences par 4 pences par 4 pences, tout l'été, de la main de travers de son oncle. Elle le regarda un long moment, la seule page de ce livre qui l'ait jamais fait rire, et ce soir, elle ne le faisait pas. Une cour qui payait un duc 4 pence honnêtement ne pouvait être sauvée par un duc à aucun prix qu'un duc pourrait nommer. Si le travail était parti, la cour était partie. Et aucun mariage et aucun argent ne pourrait la porter, car la cour n'était pas une chose que l'argent entretenait, c'était une chose que le travail entretenait. Elle ferma le livre sur la lettre et sortit pour nourrir les chevaux. Le temps tourna le 15 août. Il tourna de la manière que les hommes du Suffolk craignent le plus, lentement, donnant à chacun le temps de comprendre exactement ce qui arrivait. Ça vient lentement, dit Obadiah. C'est la pire façon dont ça puisse arriver. Le baromètre chuta tout le mardi. Les martinets volèrent haut, puis bas, puis partirent. 300 acres de blé du domaine gisaient coupés et liés, en gerbier dans les champs bas et argileux vers la rivière. C'était la plus belle récolte du jeune duc, et elle attendait son transport. L'aube du mercredi vint gris-vert, avec un vent du sud-ouest qui sentait la pluie d'autres comtés. Chaque fermier de la centaine y lut la même phrase. 2 jours secs, peut-être 1, puis 15 jours d'eau. Tout blé encore dehors quand l'eau viendrait, germerait sur pied et ne nourrirait personne. Le mercredi matin, les équipes légères de l'entrepreneur d'Ipswich arrivèrent dans les champs bas, et les champs bas les dévorèrent. À la deuxième barrière, les chariots chargés s'enfoncèrent si profondément que l'argile monta par-dessus les jantes en bois des roues. Les chevaux légers étaient des chevaux honnêtes à qui on posait une question injuste. Ils grattèrent le sol et s'arrêtèrent. À 2 heures, l'entrepreneur avait retiré ses équipes, respectueusement et par écrit. Il invoqua l'état des chemins. Il déclara en termes clairs que son engagement ne s'était jamais étendu au transport par tous les temps sur de l'argile, et qu'il ne pouvait pas remplir le contrat de récolte. La lettre parvint à Glenham Park à 4 heures, et à 5 heures, M. Harson se tenait dans la cour de Debney. Il avait fait route à vive allure et ne put un instant parler. Mademoiselle Debney. Le domaine se trouve... Il s'arrêta. Les circonstances ont... Il s'arrêta de nouveau. Chaque issue à la phrase était une porte que sa propre rédaction avait clouée 15 jours plus tôt, et tous deux le savaient. Elle ne le força pas à le dire. Il y avait du grain dans le champ et de la pluie dans le Kent, et elle était déjà en train de décrocher son tablier. Le grain ne sait pas de qui c'est la faute, dit Bethia. Rentrez chez vous et ouvrez vos granges. 300 acres avaient encore un jour sec, peut-être 2. Les équipes louées étaient rentrées vaincues, et chaque gerbe du pain de l'année attendait des roues. Ils transportèrent pendant 2 jours, et la meilleure partie de 2 nuits, et la paroisse vint avec eux. Une bonne douzaine de chariots des fermes, et chaque équipe solide à moins de 5 miles, conduite jusqu'au portail par des hommes qui n'avaient pas attendu qu'on leur demande. Tout se passa selon la vieille méthode que son grand-père avait laissée dans les eaux de la cour. Le chargement d'abord, car la charge est le métier. Un chariot de gerbe mal construit perd un tiers de son contenu à la première secousse de la barrière. Une charge bien construite parcourt 40 miles en silence. Elle construisit les 3 premières elle-même, appelant les lanceurs de gerbe à regarder. Les pieds dehors, les têtes dedans. Croisez les coins. Chaque rangée de gerbes doit verrouiller la rangée inférieure, ou la barrière vous le fera payer à minuit. Maintenant, foulez ce milieu. Vous ne marchez pas dessus, l'homme, vous construisez avec vos bottes. Puis elle descendit et fit construire un chariot à chacun des 3 meilleurs apprentis sous son œil. Au 4e chariot, il y avait 3 chargeurs de plus dans la paroisse qu'à l'aube. Et elle était libre pour la seule chose qu'elle pouvait faire, évaluer les chevaux. Décider du rythme demandé à chaque équipe et de la durée de son repos entre les tours. L'évaluation est le métier invisible. N'importe quelle paroisse solide peut lancer des gerbes. Les chevaux sont le goulot d'étranglement.
Elle fixa le rythme délibérément en dessous de ce que les équipes pouvaient donner. Elle organisa les relais de sorte qu'aucun cheval ne reste inactif et froid ou ne travaille au-delà de son souffle. Quince et Cherry prirent le chemin creux et les barrières, là où le terrain était le pire. Filbert prit le chemin de charrette supérieure et ferme avec les demi-charges légères, sa première vraie récolte. Les chevaux empruntés de la paroisse prirent les passages secs en haut, où la volonté comptait et le poids non. Doucement sur cette portion de chemin, disait-elle au meneur, encore et encore, pendant 2 jours. Si votre cheval ne veut plus s'appuyer, il est fini. Ramenez-le et ne vous en excusez pas. Un cheval essoufflé est un cheval immobile. Je préfère avoir la moitié de vos charges aujourd'hui et toutes demain. Les relais étaient construits, chaque étape autour d'une seule loi. Le champ l'a pris le jeudi midi, sans qu'on le lui dise. La paire travaillait ensemble, ou la paire se reposait ensemble. Là où Quince allait, Cherry allait. Et cela coûta quelque chose 2 fois. Cela laissa le champ supérieur en attente, pendant que les 2 géants finissaient l'étape du chemin. Personne ne le contesta après le premier soir. L'étape du chemin était la gorge de la récolte. Et les 2 chevaux qui la tenaient ouverte s'appuyèrent dans leur collier pendant 2 jours avec leur cœur entier. Pas de grattage, pas d'agitation, once après once après once. Madame Gooding dirigeait le ravitaillement de la paroisse depuis une table à tréteaux dans le pré, un quartier-maître qui avait attendu 30 ans une guerre digne de ses talents. Il y avait du pain, du bacon et de la bière de moisson, du thé à plein seau, et sa langue maintenait le pré en ordre de marche. Vous mangerez en marchant, Williamski, le grain n'attendra pas que vous vous asseyez. Votre grâce. Il y a du fromage dans votre autre main, où il devrait y en avoir. Le duc de Glenham était arrivé à 6 heures le mercredi soir, mal habillé et sans moquant. Il vint à Béthia devant les hommes, chapeau à la main. « Mademoiselle Debney, avez-vous une place pour moi? À quel salaire ?» C'était sorti de sa bouche avant que la pitié ne puisse l'arrêter, et le chant retint son souffle sur la plaisanterie. « Forter pensez, dit le duc de Glenham. Je crois savoir que le tarif est fixe. Alors prenez Filbert, le chemin de charrette supérieure est à vous. » Le chant comprit ce qu'elle lui avait donné, la première récolte du poulain et celle du duc, les 2 apprentis de la cour mis ensemble. C'était un travail avec de la pitié intégrée dans ses bords, un sol ferme et des demi-charges, et c'était réel. De courts trajets sur le chemin de charrette, avec de longs repos entre, pendant 2 jours. Mener et tourner, et s'arrêter, et démarrer. Filbert s'appuyant sur lui aux arrêts, sans aucun fouet. Seulement une voix devenant rauque en disant les noms des choses. Arrête, avance, bon garçon, jusqu'à ce que la voix et le poulain trouvent le rythme entre eux et que les charges descendent régulièrement et sans hâte. Et Béthia, passant une fois au crépuscule, les regarda tous les 2 démarrer une demi-charge sur un sol glissant. Et les mains du duc ne donnèrent pas d'à-coup. Elle leva une main vers lui, et il leva la sienne vers elle. Et Filbert, ayant observé Quince tout l'été, se pencha doucement dans les traits, au même moment, et emporta le chariot avec lui. Le duc dut courir pour le rattraper, et le chant rit. Ce fut, dit-il plus tard, la minute la plus fière de l'année. Les 2 moitiés. La 2e nuit fut la plus dure. Le vent s'était levé depuis le crépuscule. La première pluie arriva après 10 heures, de grosses gouttes solitaires en éclaireur. 4 charges attendaient encore dans le champ bas et lointain, avec le chemin creux entre elles et les granges. Ils travaillaient à la lanterne, des lanternes sur les poteaux de barrière, sur les échelles des chariots, à la tête de chaque équipe. L'odeur de la pluie était maintenant indubitable, proche et patiente. L'avant-dernière charge s'enlisa à la double barrière à minuit. Elle s'enfonça exactement là où les chariots de l'entrepreneur s'étaient enfoncés le mercredi, à la vieille blessure de la barrière. 2 jours de roue l'avaient labourée, et la première pluie l'avait transformée en graisse. Elle s'enfonça profondément, la roue avant proche enfoncée jusqu'à l'essieu. La charge la plus lourde de la nuit se tassant de travers dans l'obscurité. Des hommes arrivèrent des 2 directions avec des lanternes, et leur lumière montra clairement le problème. Il n'y avait pas de solution, pas de sol à creuser, pas de déchargement d'une charge de cette taille avec la pluie qui arrivait. Et la dernière charge bloquée dans le chemin derrière. « Quince, dit Béthia. » Ils ramenèrent la paire dans le chemin à la lueur des lanternes.
Les grands chevaux marchaient souples et faciles, soufflant sur les hommes qu'ils connaissaient. Et les hommes se turent alors que les grandes silhouettes passaient. Elle les attela devant l'équipe du chariot, sa paire sur les chaînes de timon, le palonnier et la barre transversale derrière les chevaux. Elle vérifia chaque maillon du collier au palonnier au toucher, 2 fois, pendant que la pluie s'épaississait. De la lumière du côté proche, dit-elle. Personne sur les chaînes. Personne au-delà du palonnier de chaque côté. Si ça vient, ça viendra d'un seul coup. Et si ça ne vient pas? C'était Tice, à son coude avec une lanterne, le demandant honnêtement. Ça viendra. Il a démarré pire que ça. Tenez votre lumière là où est son terrain, et gardez vos pieds hors de mes chaînes. Les lanternes bougèrent. La barrière se tenait dans un cercle de lumière dorée et de boue noire. Les 2 alezans attendaient tranquillement dans leur harnais, la pluie commençant à luire sur eux. Bethia alla à la tête de Quince et se blottit contre sa joue. Et les plus proches entendirent ce qu'elle lui donna, son nom, et la litanie à voix basse de vieux mots de travail. Maintenant, maintenant, mon cher, maintenant. La paire se pencha. Les chaînes s'élevèrent, maillon par maillon, hors de la boue, et se tendirent doucement. Le chariot gémit et tint bon. Cherry se tendit à plat contre son collier, les postérieurs poussant vers le bas et l'arrière, et tint là. Et à côté d'elle, dans la lumière ruisselante de la lanterne, le vieux cheval se rassembla, se raccourcit, se tassa, et s'agenouilla. Pas de trébuchement, pas de chute. La posture de traction à nouveau, demandée et donnée dans l'obscurité ruisselante, enfoncée dans le collier, les genoux pliés bas et hors de la boue, l'encolure s'arrondissant. Une tonne de cheval, s'abaissant délibérément vers l'avant et vers le bas, le long de la ligne des chaînes, comme la fermeture d'une grande main, et le bruit qui monta de la barrière, alors fut celui de la terre elle-même perdant sa prise. Un long cri de succion de l'argile, et la roue vint, et le chariot vint, et Quince se releva de son agenouillement en marchant. 1 foulée, 2. Le charge marchant derrière lui, Cherry avec lui foulée pour foulée. Hors du trou, à travers la barrière, sur la couronne ferme du chemin, s'éloignant. Marchez-les jusqu'à ce qu'il soit sec et chaud, dit Bethia, confiant la paire à 2 hommes de confiance. Ils ont gagné leur mardi. Le chemin n'applaudit pas cette fois. La colline de Staniford avait été une merveille matinale. C'était minuit, et la pluie, et le pain de l'année. Et ce qui se propagea le long des lanternes était plus silencieux. Des hommes se regardant tête nue sous la pluie naissante, en présence d'une chose faite correctement à la dernière heure possible. C'est à cette barrière, dans cette lumière, que M. Arsan enleva son manteau. Il était dans le champ depuis le mercredi soir, et le premier jour, il avait été un meuble. L'agent dans son manteau bleu-noir, tenant des horaires que personne ne voulait, corrects et inutiles. Et restant quand même, ce que même Obadiah admit être quelque chose. Mais à la barrière de minuit, le chariot se dégagea et le chemin se remit en mouvement. Et quelque part devant dans l'obscurité, une charge à moitié construite bougea sur une mauvaise trajectoire et commença, gerbe par gerbe glissante, à se défaire. Monsieur Harsan mit ses papiers dans son manteau et son manteau sur un poteau de barrière, et il monta sur l'échelle du chariot à la lumière de la lanterne, en manche de chemise. Ses mains prirent la rangée qui glissait, et chaque homme en bas put voir que ses mains connaissaient le geste. Il redressa les rangées et demanda la corde avec les mots courts du bouvier, inutilisés depuis 26 ans et tous encore là. Il croisa les coins et foula le milieu fermement. Et il ramena cette charge sur le dernier mille lui-même, marchant à la tête du meneur sous la pluie. Son manteau à 40 guinées, oublié sur un poteau de barrière dans le noir. Bethia, le croisant à la grange alors que la charge passait sous le toit, dit seulement « C'est une charge bien construite, Monsieur Arsène. » « Elle a roulé en silence, » dit Monsieur Arsène, d'une voix qu'elle ne lui avait pas entendu utiliser auparavant, plus calme, avec l'accent du Suffolk. « Elles roulent en silence quand elles sont construites honnêtement, » dit Bethia. « La plupart des choses le font. » La récolte de M. Tice avait commencé une nuit plus tôt. Il était arrivé sans y être envoyé, dans ses vêtements de repos, et était resté 1 heure au bord de la lumière de la lanterne. Puis il vint à Bethia avec son chapeau réellement à la main. « Montrez-moi comment charger, mademoiselle Debney. Mes chevaux ont été vaincus sur cette colline en juin, et je suis vaincu depuis, et je trouve que j'en ai assez. »
Elle lui montra, et il apprit vite, les mains de cocher étant des mains rapides. À l'aube humide du vendredi, M. Tice était sur les derniers chariots, enseignant la pose des gerbes aux garçons de ferme. Et il acceptait leurs plaisanteries sur les éléphants avec la bonne humeur d'un homme qui avait décidé de quel côté de la blague se tenir. La dernière charge de la récolte remonta le chemin de charrette aux premières lueurs du vendredi. Filbert dans les brancards, et le duc à sa tête. Tous deux étaient au-delà de la fatigue, dans le pays gris au-delà. Le ciel au sud-ouest était un mur violet de la terre au ciel. Les portes de la grange étaient ouvertes et dorées. La charge remonta la pente avec la première vraie pluie traversant le champ derrière elle, un rideau gris se tirant. Le chariot passa sous le toit 3 longueurs avant elle, et le rideau se referma sur la grange. La pluie tomba sur les tuiles au-dessus de 300 acres de pin sauvé, et la pluie sur les tuiles fut l'applaudissement. « C'est la dernière, » dit Béthia. Dans la caverne éclairée par la lanterne de la grange, les hommes s'assirent là où ils se trouvaient. Le duc appuya son front contre le cou mouillé du poulain un moment. Et le poulain, trouvant une poche à la bonne hauteur, la fouilla pour des croûtons. Parce qu'il avait 3 ans, les avait mérités, et était le fils de sa mère. Madame Gooding servit le petit déjeuner de la paroisse dans la grande grange le vendredi matin. La pluie martelait au-dessus, les portes ouvertes sur un monde devenu argenté. C'était le meilleur repas mangé dans cette centaine depuis la paix. Tout l'été, le comté avait parlé de la grande bataille de juin. Waterloo, les cloches, les feux de joie. Et pourtant, ce matin humide, la propre campagne de la paroisse semblait la chose la plus proche, et fut célébrée en premier, avec du thé. Ils étaient tous là. Le duc, épuisé et glorieux dans sa chemise en lambeaux, était assis sur un coffre à grains entre 2 laboureurs. Tice discutait de la pose des gerbes avec un garçon de 14 ans d'égal à égal. Obadiah était monté dans la charrette à poney pour voir les granges pleines. Il était assis en bout de table par consentement général non instruit. Quand le repas fut presque terminé et que la conversation se fut calmée, M. Arson se leva. Il avait remis le manteau bleu-noir pour le dire, chapeau à la main. Il laissa les 2 hommes qu'il était se tenir devant tout le monde en même temps. « Avant que les comptes de cette semaine ne soient faits, dit M. Arson, il y a un compte antérieur, et je trouve que je préfère le régler moi-même, plutôt que d'attendre éternellement d'être découvert. Mon père transportait de la chaux depuis Clay End. J'ai passé ma vie à m'élever au-dessus du travail, et cette semaine, je trouve que le travail était au-dessus de moi. Il se tenait très droit. Il a conduit une paire pendant 30 ans sur cette route, et n'a jamais levé un fouet que j'ai vu. J'ai eu honte de lui depuis que j'étais un garçon à ses genoux, et j'en ai fini ce matin. Quelle que soit la décision du domaine quant à ma conduite de ses affaires, elle devrait la prendre en sachant ce qu'est son agent, c'est-à-dire le fils d'un charretier qui l'a oublié, et qui s'en est souvenu de manière très coûteuse. Ce fut Obadiah qui parla le premier, ce qui était approprié. Il était la seule âme présente qui avait su depuis le début. « J'ai travaillé contre votre père, monsieur Arson, » dit le vieil homme. Arson, le charretier de chaux, conduisait la paire la plus gentille de la route d'Ipswich. Et il était fier au-delà de toute mesure de son fils en manteau noir. Il le disait à chaque pont bascule d'ici à Needham. Une pause. « Vous avez ses mains, me dit-on. On ne peut pas s'élever au-dessus de ça. Ça vous dépasse. » M. Arson s'assit aveuglément et ne toucha pas au thé pendant un moment. Et la paroisse, avec la profonde courtoisie des gens de travail, parla bruyamment du temps jusqu'à ce qu'il le puisse. Puis le duc de Glenham se leva, et ce qu'il avait à dire fut plus court. « Monsieur Arson a réglé son compte. Je réglerai le mien, puisque le comté en aura une version d'ici dimanche, et je préfère que cette paroisse est la vraie d'abord. Monsieur Arson a agi sous l'autorité que je lui ai donnée, et l'ignorance que j'ai maintenue. Son erreur n'a pas été commise en dehors de mon nom, et tout ce qui sera réglé à cette table de cour cet après-midi sera réglé avec cela écrit en haut. » L'affaire fut conclue à la table du livre de paye cet après-midi-là, la pluie battant sur la fenêtre. Ce fut fait comme une affaire, ce qui fut sa miséricorde. Le duc de Glenham rédigea le document de sa propre main. Une copie au propre suivrait des avocats, mais il souhaitait que la première ébauche soit écrite par l'homme à 4 pence. Il disait ce que 60 ans de poignée de main avaient dit, et il le disait par écrit, investi en son nom propre. Le transport du domaine de Glenham revenait à Béthia Debney et à sa cour et à ses successeurs,
en priorité, en toute saison, à partir de la Saint-Michel 1815. La durée était de 21 ans et renouvelable. Les tarifs devaient être revus chaque Saint-Michel par les deux parties ensemble. Et chaque partie ne pouvait y mettre fin qu'avec un préavis de 12 mois à un jour de trimestre, afin qu'aucune cour ne perde à nouveau sa subsistance entre une lettre et une récolte. Le charbon d'hiver des veuves fut inscrit comme une charge permanente du domaine, transportée à prix coûtant. Et une clause que les avocats contestèrent 2 fois, une clause de bien-être là où il n'y en avait jamais eu. Aucun cheval engagé sous l'accord ne devait être tenu de travailler séparé de sa paire. « Relisez-le », dit Obadiah, les yeux fermés. Le duc le relut, chaque clause, à un vieux charretier près d'un poêle. « Tarifs revus, dites revus à la table de la cour. Une table revoit plus gentiment qu'une lettre. » Le duc l'amenda de sa propre main et fut plus fier de l'amendement, dit-il plus tard, que de son siège aux Lords. Messieurs Cobbold s'étaient déchargés eux-mêmes en retirant leurs équipes par écrit, et le domaine avait la lettre pour le prouver. Il signa sur la table du livre de paie, Obadiah témoignant de son écriture de travers. Le transfert dû à la Saint-Michel n'arriva tout simplement jamais. L'essai avait échoué sur le terrain, et le papier était là en premier. La coutume, devenue enfin un contrat. La lettre du brasseur reçut une réponse dans l'heure. Bethia laissa le duc la rédiger à titre d'exercice et l'approuva telle quelle, une seule ligne. Les chevaux de cette cour ne sont pas vendus séparés de leur père. Ils restaient l'agent. Le comté s'attendait à un renvoi. La parole de Bethia fit pencher la balance de l'autre côté, pendant que Arsène attendait son propre avenir sous la pluie. « Gardez-le, dit Bethia. Un homme qui sait ce que coûte le travail en vaut 2 qui ne l'ont jamais payé. » Ainsi, M. Arsène resta à Glenham Park, toujours agent. La première entrée dans ses livres révisés fut un contrat attribué à une cour de transport à Elmset. La seconde fut un mémorandum de sa propre main. Les plans d'amélioration du domaine devaient être revus annuellement par rapport au terrain, en août, à pied. Obadiah ouvrit le livre de paie ce soir-là et fit sa propre entrée, sans qu'on le lui demande. « Qu'est-ce que tu fais » dit Bethia. « Augmentation pour le nouvel homme. Le sillon est devenu droit, le foin le sait si vous ne le savez pas. 6 pence par jour et son dîner. » Il l'épongeta. « Ne dépensez pas tout dans un seul magasin, votre grâce. Je le garde, dit le duc de Glenham, pour quelque chose de particulier, et ne dit pas quoi. » Il lui demanda le dimanche soir, dans le champ de chaume au-dessus de la cour. Le comté aurait été très déçu, car il n'y avait rien à voir. Pas de spectateurs, pas de carrosse, pas de discours digne d'être rapporté. 2 personnes debout dans un champ coupé dans l'or du soir, toutes 2 encore fatiguées. Et en dessous d'elles, la cour avec sa lampe éteinte, et l'équipe sortie au-delà. Quince et Cherry broutant tête contre tête, Filbert étendu de tout son long, endormi. « J'ai mon salaire, » dit le duc. 6 pence maintenant. On me dit que je me suis amélioré. Vous êtes moins mauvais, dit Bethia. Ce n'est pas la même chose, mais c'est sur la bonne voie. Bethia Debney. Je vous demande de m'épouser. Il ne tendit pas la main vers elle. Il se tenait à côté d'elle, épaule presque contre épaule, tous 2 tournés vers le pré, et le soleil bas. Je connais l'arithmétique. Je l'ai entendu dans la remise à chariot, et je la porte depuis. Je demande quand même, et j'ai appris des meilleurs du comté, comment une chose qui vaut la peine d'être déplacée est déplacée. Alors je dirai le reste lentement, et puis je resterai ici, pendant que vous compterez. Elle ne dit rien. Il laissa le silence prendre le premier poids. Je suis arrivé dans ce comté en croyant que la force était le nombre de choses qu'un homme pouvait commander. Pendant 2 ans, j'ai signé des papiers pour paraître fort, et j'étais faible dans la mesure exacte de ma signature. Puis j'ai regardé une femme arrêter une colline avec sa voix, et j'ai passé un été à 4 pence à apprendre ce qu'elle savait. Et c'est ceci, et je l'ai maintenant, et je le garderai si je ne garde rien d'autre. La chose forte n'est pas ce que vous pouvez faire bouger. La chose forte est ce que vous pouvez retenir, et soutenir, et maintenir stable. Et les choses les plus fortes à côté desquelles je me suis jamais tenu étaient les plus douces, et elles étaient à vous, et moi aussi. Le soleil descendit de sa propre largeur, et il le laissa faire. Elle le regarda un long moment. La lumière passait de l'or à l'ambre, et en dessous d'eux,
Cherry avait dérivé, en broutant, pour se tenir à côté de Quince, parce que c'était là qu'elle se tenait. « Vous êtes gardé alors » dit Bethia. Il tourna la tête, très prudemment. « Oui, dit-elle, et sa voix était humide et entièrement stable. « Oui, et je parle de l'homme. Attention, pas de la couronne. J'aurais dit non à la couronne seule, et ça aurait été le non le plus facile de ma vie. C'est l'homme qui balaye le sentier d'une veuve que je prends. Le reste, j'apprendrai à le porter. À quel salaire suis-je pris » demanda-t-il. « Pas stable non plus. Celui que vous aviez. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai promu un homme juste pour l'épouser. 8 pence, dit-il. J'ai l'intention de demander 8 pence à la Saint-Michel. J'ai des perspectives. Vous avez des références, dit Bethia. 2 d'entre elles sont des chevaux. 3, si vous comptez le chaton. Le chaton ne paie pas de loyer et ne donne pas de caractère. C'est un locataire comme vous. C'est lourd, dit-il, contre ses cheveux, ayant franchi la dernière distance sans aucun à-coup. Tout ce qui vaut le harnais l'est aussi, dit Bethia, et elle l'embrassa dans le champ de chaume, au-dessus de la cour, devant les chevaux, qui continuèrent de brouter, car la grande nouvelle du soir ne signifiait rien pour eux, et le sang c'était l'affaire des humains, et les humains s'en occupaient bien. L'accord fut rédigé en octobre, et les avocats de 2 comtés n'avaient jamais rien vu de tel. Ces clauses les plus étranges furent dictées sur une table de cour et transcrites telles quelles. Le commerce continue, dit Bethia, en premier. En mon nom, dans ma cour, sous ma main. Une duchesse avec un livre de paye, et le comté peut dire ce qu'il veut. Le comté a mangé le transport de cette cour, dit le duc. Je pense que vous verrez qu'il dira très peu de choses, et la plupart avec fierté. Écrivez-le. Obadiah Debney garde sa chaise près de ce poêle-à-vie. Maître émérite. De quoi? Dit Obadiah, dangereusement, depuis la chaise en question. De rien que vous n'admettrez jamais, oncle, et le livre de paye reste sous votre garde. Témoin, dit le duc, et ajoutez, la chaise ne doit pas être déplacée plus près de la porte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, c'est du travail d'avocat, dit Obadiah, bourru de plaisir. On t'a eu, mon garçon. Par tout le monde dans cette pièce, convint le duc. Suivant, dit Bethia. Le charbon de la veuve est dans le papier de transport. Mettez-le aussi dans celui-ci, et écrivez pour toujours. Tant que la gentillesse est dans le tarif, on ne peut pas y toucher. Et aucun intendant à venir ne pourra l'améliorer, car maintenant ce sera de l'encre. Écrit, dit le duc, et la paire. Elle regarda le pré où se tenait l'équipe. Ceci entre avec mes mots ou n'entre pas. La paire part ensemble ou elle reste. Aucun cheval de cette cour n'est plus jamais tarifé 1 sur 2. Votre avocat voudra le dire d'une autre manière. Il ne l'aura pas. L'avocat ne lut pas. La clause figure dans l'accord en ces termes, et le vieil avoué les lut à haute voix 2 fois pour le plaisir du son. Il y avait une autre affaire de cour, et M. Arsante l'apporta lui-même, un papier tendu sur la table. Le brasseur de Maidstone avait de nouveau écrit, augmentant son offre. J'ai pris la liberté de rédiger la réponse, madame, dans le style de la cour. Une seule ligne, et la ligne était la sienne, de retour dans sa belle écriture anglaise. Les chevaux de cette cour ne sont pas vendus séparés de leur père. Je trouve qu'elle se rédige mieux que tout ce que j'ai écrit au printemps. Gardez le style, dit Bethia. C'était celui de mon père. Je sais de qui il était, dit M. Arsant. Et il resta pour le souper, ce qui ne s'était jamais produit en 3 ans, et ne fut pas remarqué, ce qui est la manière du Suffolk de dire bienvenue. Puis le duc ajouta ses propres termes, gravement, et les fit attester. Mon salaire est maintenu, 8 pence au mariage, en raison de responsabilités accrues dans la cour avec mon dîner, revu chaque Saint-Michel au mérite seulement. Et mes aubes du mardi à la charrue continuent, marié ou non. Un homme devrait garder le seul travail où il a été honnêtement promu. Accordé, dit Bethia, revu à la table de la cour. La clause fut insérée, en ces termes mêmes. Il était, pour autant que l'on put le découvrir, le seul homme en Angleterre à se marier dans son propre duché, pour 8 pence par jour, et son dîner. Ils se marièrent à l'église d'Elmset, la dernière semaine d'octobre. Le mariage fut petit et joyeux, et le comté vint quand même, et se tint dehors, ce qui est la meilleure sorte. Madame Gooding commandait les bancs, comme elle avait commandé la table à tréteaux, plaçant les puissants et les boueux strictement entremêlés. Vous vous habituerez les uns aux autres maintenant, annonça-t-elle, généralement, pendant que tout le monde est de bonne humeur,
Et personne ne pleure après le deuxième hymne. Ça gâche la journée. Monsieur Tice était assis sur le siège de rien du tout, splendide dans sa meilleure livrée. Le couple se rendit à son mariage à pied, descendant le chemin depuis la cour, comme tout le monde dans cette église s'était rendu au sien. Il avait lui-même ciré les bottes du cortège ce matin-là. Le plus bel équipage de ma carrière, dit Monsieur Tice, à propos de 2 personnes à pied, et il pensait chaque mot. Obadiah donna la mariée dans son plus beau manteau, le livre de paix sous le bras. Personne ne demanda pourquoi. Au cas où l'un de vous supposerait que la journée d'aujourd'hui n'est pas inscrite, dit-il sur le porche. Elle est inscrite. Les 2 mains à une seule charge, dorénavant. Je l'ai tarifée à rien. La première chose en 40 ans que je laisse sortir de ce livre gratuitement. Monsieur Arsan était assis au 3e rang dans son manteau bleu-noir, et il portait, pour la première fois en 26 ans, son propre visage. C'était un visage du Suffolk, un visage de charretier, et on le vit sourire au champ. Bethia remonta l'allée en soie bleu indigo profond, la première soie de sa vie, teinte dans le bleu de travail exact qu'elle avait porté tous ses jours de travail, car elle ne voyait aucune raison d'arriver à son propre mariage en étant quelqu'un d'autre. Et le duc resta immobile et la laissa marcher vers lui. Et chaque âme qui s'était tenue sur une certaine colline en juin comprit ce qu'elle regardait. Et dehors, attachés au chariot avec des rubans comme un lever de soleil, se tenaient Quince, Cherry et Filbert, brossés jusqu'à un éclat qui donnait l'impression que le cimetière était éclairé 2 fois. Ils transportèrent le gâteau de mariage et les chaises empruntées de la paroisse de l'église à la grange, une seule charge facile sur une route sèche. C'était un jour de travail comme les autres, et c'était là le but. Un jour de travail comme les autres, dit Obadiah, regardant le chariot s'éloigner, et le meilleur travail que cette cour ait jamais produit. La paroisse rentra chez elle, derrière le chariot, dans la faible lumière dorée, et personne qui était là ne l'oublia jamais. Le lendemain soir, les chaises rendues, et le comté rentré chez lui, le pré au-dessus de la cour contenait tout ce que l'histoire avait. L'équipe était sortie. Quince et Cherry se tenaient tête bêche dans la dernière chaleur, chassant les mouches de l'été l'un sur l'autre, dans le vieux service paresseux d'une paire. La lèvre du hongre était détendue, les yeux de la jument à moitié fermés. Filbert était étendu de tout son long dans l'herbe, profondément et complètement endormi, encore plus poulain que cheval pour une année de plus. Et en dessous d'eux, là où la lampe de la cour s'allumait, un duc en manche de chemise était à genoux, à côté d'un chariot, apprenant, maladroitement, à graisser un essieu. Tandis qu'une duchesse en indigo de travail se tenait au-dessus de lui et lui disait ce qu'il faisait de mal. Et elle continuerait à le lui dire pendant 50 ans. Les grands chevaux se tenaient tranquilles dans l'herbe, et la lumière descendit dorée sur la plus ancienne cour de transport indépendante de la Centaine. Qui n'était plus la relique de personne, et ne l'avait jamais été, c'était la priorité, en toute saison, et c'était écrit. Et voilà, chers amis, l'histoire de Bethia Debney et de son duc de Glenham, de la cour des Debney et de Glenham Park, de Monsieur Arsent, qui retrouva les mains de son père au fond d'une récolte, et de Quince, Cherry et Filbert, les 12 géants qui s'agenouillèrent dans leurs colliers et ramenèrent le pain à la maison à travers la pluie. Les forts doivent au monde leur douceur, mes amis. C'est à cela que sert la force. Alors dites-nous la vérité, dans les commentaires. Qui chez vous faisait le gros du travail sans jamais être remercié? Et cette personne a-t-elle fini par récolter le fruit de ses efforts? Nous lisons chaque commentaire. Si cette histoire a réchauffé votre soirée, un j'aime nous aide plus que vous ne l'imaginez. Et en vous abonnant, vous serez là à nos côtés pour la prochaine histoire. D'ici là, nourrissez-les le mardi pour la colline du vendredi et bonne nuit.